La motarderie et la future motarderie, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 choses à impérativement faire avant d'acheter ta moto. Alors, cette vidéo vient en complément de ma précédente où il y avait les 10 questions à impérativement poser. Donc aujourd'hui, on va voir les choses à faire. Vous allez voir, c'est pas des choses compliquées. Par contre, c'est des choses qui sont assez basiques mais qui vous permettront d'identifier les reds ou les green flags, si on peut appeler ça comme ça. Donc les choses à faire seront divisées en deux parties. La première partie avec les choses à faire avant d'entrer en contact avec un vendeur. Et la deuxième partie, les choses à faire une fois que tu es rentré en contact avec un vendeur. Donc on commence avec la première chose à faire avant même d'entrer en contact avec le vendeur. Une fois que tu t'es décidé sur le modèle que tu veux acheter, la première chose à faire, c'est te renseigner sur sa fiabilité. Parce que tu peux avoir des surprises, bonnes ou mauvaises, peu importe, mais ça t'aidera pour le reste de ce que tu as à faire. Parce que si les surprises sont mauvaises, tu sais qu'il va falloir changer de modèle. Par contre, si tu entends que c'est un modèle très fiable, tu sais que tu as fait le bon choix et que tu peux aller là-dessus. La deuxième chose à faire, c'est que tu as regardé les budgets quand même sur le bon coin parce que tu voulais savoir si c'était dans tes critères ou pas. Tu as vu qu'au niveau du budget, ça coïncidait. Par contre, il y a un budget que tu n'as pas, c'est celui de l'assurance. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler deux, trois assurances maximum pour l'instant pour leur demander leurs tarifs, que ce soit en chair, en tout risque, ça dépend de la formule que tu veux. Mais tu les appelles, tu te renseignes. C'est pas grave, c'est pour l'instant, tu ne sais pas encore l'année de la moto que tu vas acheter. Tu te donnes une fourchette, tu sais que tu pourras pas acheter une moto qui a un an suivant ton budget, mais tu sais aussi que tu vas pas prendre une moto qui a 20 ans, donc c'est pas grave, ça te donnera une tendance. La troisième chose à faire, et c'est valable surtout si c'est ta première moto, parce que normalement si tu en as une autre, tu as déjà ce qu'il faut, mais c'est acheter de quoi l'attacher. Alors, c'est vrai qu'il y a des motos qui sont vendues avec l'antivol, mais c'est pas grave, tu achètes de quoi l'attacher. Tu le mets enfin, tu le mets à l'abri, tu le touches pas, tu le déballes pas, tu gardes le ticket de caisse. Si jamais la moto que tu achètes est vendue avec un antivol, ben c'est pas grave. Peut-être que tu peux aussi le garder, ça te fera deux antivols, c'est que mieux. Et même si la moto a tout ce qu'il faut, tu pourras ramener ce que tu as acheté. Par contre, pourquoi je te dis de faire ça? C'est que si demain tu achètes ta moto, je te dis une bêtise, un jour férié, un dimanche, un ci, un là, que t'as pas de quoi l'attacher, tu vas faire comment? Si rien n'est ouvert pour acheter un antivol, tu vas être très embêté et tu vas commencer à flipper et tu vas peut-être même te dire non mais je vais pas repartir avec la moto parce que j'ai pas de quoi l'attacher. Donc c'est pour ça, anticiper là-dessus, c'est pas grave si c'est vendu avec, vous pourrez toujours ramener l'antivol là où vous l'avez acheté. On en arrive à la quatrième chose qui rejoint un peu la troisième niveau sécurité, c'est prévoir un endroit où la faire stationner même si c'est provisoire. C'est-à-dire que si pour l'instant vous n'avez pas de box, c'est peut-être un peu contraignant d'en louer un maintenant, sachant que vous aurez peut-être votre moto dans un mois ou deux et vous allez payer pour rien. Par contre, vous avez peut-être une tante, un frère, un cousin, la belle famille, un ami, peu importe, qui a un box ou qui a une villa ou qui a un endroit dans lequel vous pouvez faire stationner votre moto sans qu'elle disparaisse. Donc là-dessus, il faut vraiment le prendre en compte. C'est vraiment un aspect important parce que si vous la laissez dans la rue et que par exemple vous habitez à Marseille, la moto ne va pas faire long feu. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut anticiper et c'est quelque chose qui vous coûte 0 € si vous la mettez chez quelqu'un que vous connaissez. Donc c'est pour ça. Ne louez peut-être pas de box trop par anticipation parce que vous allez payer des loyers pour rien dans le vent. Vous louerez le box quand vous aurez la moto. Mais en attendant, vous la mettez chez quelqu'un de confiance et chez quelqu'un qui a un emplacement privé. On en arrive à la cinquième chose à faire. Pour l'anecdote, je suis très tendu. Ça fait au moins 20 ou 30 fois que je refais ce rush. Pour vous dire, je l'ai même sauté. J'ai fait les rushs d'après et j'ai tout fini et il me reste que celui-là. Donc j'espère vraiment que cette fois c'est la bonne parce que ça fait 1 heure que je suis dessus. Bref, le mec devient complètement fou. Bref, la cinquième chose à faire, c'est une chose très importante aussi, c'est te renseigner sur quand a lieu la prochaine révision et combien elle coûte. Donc pour cela, tu prends ton téléphone, tu ne regardes pas sur internet, tu prends ton téléphone, tu appelles le concessionnaire, allô, ma moto à tant de kilomètres, quand aura lieu la prochaine révision et combien coûte-t-elle. Si tu vois que la prochaine révision c'est à 30 000 km et toi elle a 26 000, tu sais que tu as 4 000 bornes de marge. Par contre, si ta moto elle a 29 000, que la prochaine révision elle a 36 000 et que la révision elle coûte 600 €, tu sais que peu de temps après l'achat, tu as 600 € à sortir. Ça, pour le coup, c'est pas grave. Le tout, c'est de le savoir. Maintenant que tu le sais, ça te fait un argument pour négocier ta moto.
Donc, si tu arrives à la tomber, peut-être pas de 600 euros, mais tu arrives à enlever 400 euros, tu sais que dans peu de temps, tu vas remettre 200 euros de ta poche pour faire la révision, mais tu vas ressortir avec une moto plus fluide sur le principe. Elle ne ressortira pas neuve parce que, parce que tu n'achètes pas une moto neuve, mais elle ressortira, elle marchera, elle aura la santé après la révision, donc, et pour 200 euros par exemple, ça peut être bien. Voilà, je refais pas le rush, j'en ai marre, je suis encore pas clair, mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Donc maintenant que ces choses-là sont gérées, que tu as pris contact avec un vendeur et que tu lui as posé les 10 questions qu'on a vues ensemble dans la précédente vidéo, que tous les voyants sont au vert, c'est-à-dire que le vendeur ne fait pas de réponse délirante et sait de quoi il parle, qu'au niveau du budget, on est bon aussi, tu sais que c'est une moto que tu vas aller voir. Donc à partir de ce moment-là, il va y avoir d'autres choses à faire. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc on en arrive à la sixième chose de la liste ou la première de la partie 2 après avoir contacté la personne. Donc dans la première partie, on a vu qu'il fallait se renseigner auprès des assurances sans trop comparer, avec une année approximative et un kilométrage approximatif. Maintenant que tu sais que tu veux aller voir cette moto et sur le principe repartir avec, tu dois rappeler les assurances en leur donnant l'année exacte et le kilométrage exact. Au moins là, tu as des infos fiables. Mais par contre, tu n'en appelles pas 2-3, tu en appelles au moins le double. Pourquoi? Parce que d'une assurance à l'autre, ça peut varier du simple au double, voire même au triple. Alors bien sûr, il faut comparer les garanties aussi pour faire une vraie comparaison. Parce que s'ils te garantissent la moitié, mais qu'ils sont moitié prix, c'est sûr que ça s'explique. Par contre, t'appelles toutes les assurances, enfin toutes, j'exagère un peu, je suis Marseillais, je pense que vous le savez. Donc t'appelles un bon nombre d'assurances, tu as un tarif pour chacune, tu sais laquelle est la mieux gisante. Donc si tu veux repartir avec la moto, tu sais quelle assurance appeler au moment où tu as signé les papiers, au moment où tu dois repartir. Au moins tu ne te prends pas la tête et tu sais que c'est géré. On en arrive à la septième chose, c'est vérifier l'historique de la moto sur Histovec. Alors, l'Histovec, c'est un site de l'État, donc les informations sont officielles à 100%. Pour pouvoir vérifier et avoir accès au dossier, il te faut l'immatriculation du véhicule, il te faut le numéro de formule que tu n'as que sur la carte grise et il te faut le nom du propriétaire. Alors sur ce site, pour ceux qui ne connaissent pas, tu vas avoir accès à plein de choses. Déjà, tu vas savoir si c'est une première main, une deuxième main, une troisième main. Peu importe le nombre, il sera écrit. Tu as accès au contrôle technique avec le kilométrage au moment du passage au contrôle technique. Tu as accès à si la moto a été accidentée. Alors bien sûr, il faut que ce soit déclaré à l'assurance. Si ça a été un accident sans déclaration à l'assurance, tu n'auras pas accès à cette information. Tu as accès à si la moto est gagée. Enfin bref, tu as accès à plein de données, mais c'est des données qui sont officielles. C'est-à-dire que si elle a été entretenue au concessionnaire, ça c'est pas une donnée officielle, l'État n'a rien à faire là-dedans. Mais tout ce qui est au niveau gouvernement, au niveau de l'État, c'est recensé dessus et tu as toutes ces informations et c'est très important d'aller voir ça avant d'acheter la moto. Huitième chose à faire, alors c'est délicat selon le vendeur parce que certains n'acceptent pas, mais c'est essayer la moto ou au minimum au moins monter dessus avant d'aller l'essayer, mais au moins tu montes dessus. Si déjà tu vois que niveau position, niveau assise, etc., t'es pas bien, bon alors ça vaut peut-être le coup quand même d'essayer de la conduire, mais sur le principe, ça va pas te plaire. Donc ça te donnera une indication. Mais au-delà de ça, la moto, il faut l'essayer, il faut rouler avec, il faut voir si tous les rapports y passent, il faut voir si elle est fluide, il faut voir si elle freine bien, il faut voir s'il n'y a pas de bruit de claquement. La moto, il faut l'essayer. C'est pas et encore, j'allais dire, c'est pas un jeu de play. Le jeu de play, c'est vrai que c'est compliqué à essayer, mais un jeu de play, ça vaut 30 euros. Là, c'est une moto, c'est un budget, c'est quelque chose sur lequel vous allez rouler à haute vitesse. S'il y a des problèmes de freinage ou de choses comme ça, là, on ne parle pas d'un petit problème, ça peut être très grave les conséquences derrière, donc essayez la moto. La neuvième chose à faire, alors c'est un peu enfin pas litigieux, mais vous allez comprendre, c'est regarder l'équipement du vendeur. Parce que perso, s'il arrive en short t-shirt, casque jet, alors ça ne veut pas dire que c'est pas un passionné, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'a pas pris soin de la moto, mais disons que l'habit ne fait pas le moine, on est d'accord, mais perso, je ferais plus confiance à un gars qui arrive, peut-être pas en combinaison, mais avec une bonne veste, avec un casque intégral, avec un bon pantalon et avec des bonnes chaussures. Pourquoi j'ai plus tendance à faire confiance à une personne comme ça? C'est tout simple et c'est très rationnel. C'est que s'il s'équipe, c'est que déjà il a l'argent
pour s'équiper. Donc s'il a l'argent pour s'équiper, il a l'argent pour entretenir la moto. Au-delà de ça, s'il s'équipe, c'est qu'il est conscient des dangers de la moto. Même s'il y en a qui s'équipent pour rouler comme des barjots, mais ça c'est encore un autre cas de figure. Je parle vraiment d'une manière générale. S'il s'équipe, c'est qu'il est conscient des dangers de la moto. S'il est conscient des dangers de la moto, c'est qu'il sait qu'il faut rouler avec une moto entretenue et suivie. Donc c'est une moto qu'il a bichonnée, c'est une moto à laquelle il a fait attention. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il posait pas le genou ou pas de choses comme ça, hein. C'est deux choses différentes. Mais ça veut dire que la moto a été entretenue, suivie, bichonnée et tout ce qu'il faut et en temps et en heure. Je reviens sur ce que j'ai dit quand je parlais de poser le genou. Vous avez compris que c'est tout ce qui s'ensuit. Poser le genou, ça insinue qu'il a tiré dessus. Qu'il a envoyé avec. Mais après aussi, une moto, c'est fait pour s'utiliser. Donc c'est pas une mauvaise chose. On en arrive à la 10e chose à faire. C'est un truc tout bête, vous allez voir. C'est tout simplement tester tous les clés qu'il nous donne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous parle avec expérience. J'ai déjà eu des cas de figure où le vendeur m'a remis des clés. Ben moi, forcément, je les essaye pas, hein. J'essaye que la clé qui est dans le Neyman pour démarrer la moto. Et les autres clés, en fait, étaient tordues. Donc, tant bien que mal, elle rentrait, mais elle rentrait très difficilement. Donc, j'ai dû refaire des doubles. Donc, ça, c'est quelque chose de très simple à vérifier, mais il faut y penser. Un énorme merci à toi si tu as regardé la vidéo jusque-là. N'hésite pas à me dire en commentaire, s'il te plaît, regarde. Je te demande. Je sais pas si je le coupe ou si je le mets, ça. Bon, je m'en fous, je le mets, on y est. Donc, s'il te plaît, dis-moi les choses que tu as aimées dans la vidéo, mais dis-moi aussi les choses que tu n'as pas aimées, et dis-moi les choses que je pourrais améliorer selon toi. Si tu as des idées, ça me servirait beaucoup. Voilà, c'est tout. Je vous dis ciao la montarderie.